Bonjour à tous et bienvenue. C'était l'une des dernières grandes figures de la lutte contre l'apartheid. L'archevêque anglican Desmond Tutu est mort ce dimanche à 90 ans. Le prix Nobel de la paix a imposé sa petite silhouette violette et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs. Ça fait l'actualité, lui rend hommage. Je vous propose quelques éléments sur le parcours hors du commun de Desmond Tutu, commentaire signé Naominda et Godro Achille. Il est né dans le Transvaal, deuxième des 3 enfants de la fratrie. La famille Tutu déménage à Johannesburg quand Desmond a 12 ans. Son père est enseignant et sa mère est femme de ménage et cuisinière dans une école pour aveugles. Instituteur lui-même. De 1951 à 1954, il étudie et commence à enseigner. En 1954, à Johannesburg. En 1955, il se marie à une enseignante. Ils auront 4 enfants et démissionnent 4 ans plus tard pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement donné aux Noirs. Il décide alors de s'orienter vers la théologie. Il est ordonné prêtre de l'église anglicane en 1961. Il devient l'aumônier de l'université de Fort Hare. Il travaille par la suite comme professeur de théologie en Afrique du Sud. De 1972 à 1975, il revient en Angleterre où il est le vice-directeur du Theological Education Fund, TEF, du Conseil écuménique des églises à Burnley dans le Kent. Nommé doyen du diocèse de Johannesburg en 1975. Il est le premier noir à occuper ce poste. Il devient évêque de Lesotho 1976-1978, puis premier secrétaire général noir du Conseil écuménique d'Afrique du Sud 1978-1985. Au cours de plusieurs années de sermons et de prédications, il fait passer un message de paix et de non-violence. Il critique aussi bien l'apartheid que les Noirs qui réclament vengeance. Ces prédications contribuaient à la lutte pacifique menée contre les gouvernements afrikaners. Et c'est pour ce combat pacifiste contre le système de l'apartheid qu'il reçoit le 16 octobre 1984 le prix Nobel de la paix. Desmond Tutu devient en 1995 président de la Commission de la vérité et de la réconciliation créée par le président Nelson Mandela. Après 3 ans d'enquête et des milliers d'auditions, il rend public les conclusions de la commission en 1998. Ce dossier est aujourd'hui considéré comme l'une des pierres angulaires de la réconciliation sud-africaine. L'homme de qui vient l'expression « l'État arc-en-ciel » est mort le dimanche 26 décembre 2021 à 90 ans. Desmond Tutu était l'un des militants des droits de l'homme les plus connus en Afrique du Sud. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa contribution à apporter une solution et mettre fin à l'apartheid. Ses conférences et ses écrits firent de lui la voix des Sud-Africains noirs sans voix. Desmond Tutu sera de tous les combats pour défendre les opprimés après l'apartheid, fidèle à ses engagements. Il avait dénoncé les dérives de l'ANC au pouvoir, des errements dans la lutte contre le sida, au scandale de corruption. Alors, qui était l'homme et que faut-il retenir de son parcours hors du commun? On en parle avec le politologue Dr William Agbonon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, merci. Et le sociologue Dr Lil Nikaz-Nialbien. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, Desmond Tutu est né en 1931 en Afrique du Sud d'un père instituteur et d'une mère femme de ménage dans une école, comme disait l'élément précédent. Que sait-on de la famille Tutu et de son enfance? Alors, je pense que, comme la plupart des Sud-Africains de cette génération, il a passé une enfance plutôt dans des conditions d'inégalité raciale qui l'ont beaucoup marqué. Très tôt, il va se rendre compte qu'un noir n'avait pas les mêmes valeurs qu'un enfant blanc. Et il dit quelque part que la première image qu'il a marquée, c'est qu'un jour dans la rue, il voit un prêtre blanc, donc le père Trevor, qui, voyant sa mère passer
enlève le chapeau comme signe de respect. Et c'était la première fois de sa vie, et d'ailleurs l'une des rares fois qu'il verra un blanc manifester du respect à une noire. Et à partir de ce jour, il s'est posé la question, est-ce que c'est parce qu'il était un homme religieux qu'il est différent? Et dans une certaine mesure, à partir de là, il va commencer à réfléchir à sa vocation sacerdotale. Et c'est comme ça qu'il basculera un peu, quittera l'enseignement pour le clergé anglican. Oui, c'est dit, hein, parce qu'il y a l'homme, mais il y a aussi son temps. Voilà, c'est l'homme d'une période, c'est l'homme d'une époque, c'est l'homme d'un système. Et tout se passe comme si déjà, en tant que fils d'enseignant, la prise de conscience va se passer très tôt. Et c'est à partir de là qu'il va forger son caractère, se forger et épouser toutes les luttes qu'il a épousées. Il était déçu, hein, nous semble-t-il, hein, de l'enseignement oui, dispensé aux Noirs, voilà, qui était de moins bonne qualité et qui ça allait de mal en pis pendant ses études. Il fut d'abord donc enseignant, puis il fit des études de théologie, devenant ainsi en 1986 l'archevêque du Cap et premier chef noir de l'église anglicane pour toute l'Afrique australe, soit quelques 2 millions de fidèles. Visiblement, hein, il n'était pas prédestiné à épouser cette carrière, on va dire, religieuse. Sans doute, peut-être qu'il n'a pas su rapidement identifier l'appel. C'est vrai qu'il a commencé d'abord par une carrière d'enseignant, peut-être un peu à l'image de son père, mais très rapidement, puisqu'il commence l'enseignement en 1953, et la même année a été adopté le Bantu Education Act, qui réduisait le droit, enfin, la qualité de l'enseignement qui était donné aux Noirs. Donc, ils se retrouvent dans des classes pléthoriques et il y avait moins d'exigences, il n'y avait pas de subvention de l'État, donc c'était très difficile, c'était des conditions difficiles. Il enseigne à la fois l'anglais et l'histoire et 4 années plus tard, donc en 1957, il décide de renoncer, enfin, il renonce à l'éducation parce que il dit qu'il a été marqué par les enseignants qui l'ont formé parce qu'il s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient très peu de moyens, mais qui voulaient à tout prix donner, qui étaient déterminés à faire de ces noirs, de ces jeunes noirs dont il faisait partie, des gens qui pouvaient avoir le même niveau intellectuel que les Blancs qui étaient dans des écoles beaucoup plus favorisées. Donc, c'est quelqu'un qui est allé dans l'enseignement avec une certaine vocation, et c'était de rendre ce qui lui a été donné, donc c'était de servir aussi la nation à travers ce métier, cette profession, et il va se rendre compte que les conditions ne s'y prêtaient pas du tout. Donc, il se retire en 57, et là, en 58, il rentre il va suivre les cours de théologie et en 61, il est ordonné prêtre. Puis il repart, il va à Londres pour suivre des études de théologie et il revient et à partir de là, il commence une énorme carrière à la fois, je dis carrière, un énorme ministère sacerdotal à la fois national mais surtout international puisque évêque de Lesotho, archevêque de Johannesburg, cela lui donne une dimension internationale hors du commun. On va rester sur sa foi. Selon Cyril Ramaphosa, le chef de l'État sud-africain, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l'apartheid. Ce courage et cette force qu'on lui reconnaît volontiers, est-il lié à sa foi ? Ce serait difficile de dire non, mais je pense aussi que cette obsession qu'il avait pour l'égalité de tous, parce que contrairement à certains, lui voulait l'égalité partout. C'est vrai qu'il a voulu pour l'enseignement. Après, très tardivement, vous avez vu, il a voulu pour aussi l'équipe de rugby, etc., etc. Donc, chez lui, c'était une obsession, l'égalité des chances. Et je pense que, comme il disait tout à l'heure, le fait d'avoir eu un père enseignant, et à l'époque, pratiquement en Afrique, les instituteurs étaient à la pointe de tous les combats. Parce que c'est eux qui savaient le plus tôt lire, le plus tôt comprendre, et c'est eux aussi qui voyaient que la méritocratie était le minimum qu'il fallait à une nation. Donc quand les problèmes de développement étaient posés, les instituteurs posaient toujours cette question de méritocratie, que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les moyens qu'ils n'auront pas droit à une éducation de qualité ou une éducation qui va leur permettre de briser les chaînes de leur oppression. De telle sorte que ce combat qui le portait, c'est vrai. Peut-être qu'après, il s'est senti mieux pouvoir servir cette cause dans l'église ou dans la foi ou que vraiment Dieu l'a appelé, parce que c'est souvent une affaire de vocation. Mais c'est quelqu'un qui a un schéma messianique. On peut dire qu'il a toujours cherché sa mission.
C'est vrai que lutter contre les inégalités est inscrit plus dans l'Église que partout ailleurs, puisque nous sommes tous fils de Dieu et toutes les grandes religions révélées font de la paix, de l'amour, de l'égalité leur cheval de bataille. De telle sorte que peut-être que instituteur, ça aurait été peut-être plus révolutionnaire, moins compris, mais là, peut-être qu'il était dans un genre d'inspiration beaucoup plus profonde, divine et conforme à ce qu'il voulait. Alors, on se souvient aussi de son rire particulier que Nelson Mandela qualifiait de strident. Et le Dalai Lama, dans son hommage, a aussi évoqué les nombreux fous rires qu'ils ont partagés. C'était aussi ça, Desmond Tutu, un homme jovial. Oh, oui, mais avant de revenir à cet aspect, il a évoqué quelque chose qui me paraît fondamental, c'est le mot messianique. Alors, finalement, quand on regarde un peu sa vie, on regarde un peu sa carrière, on dit rien n'est au hasard, rien n'est par hasard, parce que il décide, à un moment donné, il voulait devenir médecin. Donc, quand il a eu... En fait, c'était son véritable choix, voilà, dans ce qu'on lit de parce ses qu'il a biographies. souffert de tuberculose et il disait qu'il voulait devenir médecin pour pouvoir combattre la maladie. Mais quand il a eu le bac, on l'envoie à l'université de Fort Hare et finalement, il n'y est pas allé parce que les parents n'avaient pas les moyens d'y aller. Mais s'il y était allé, il aurait rencontré qui? Tout, puisque Nelson Mandela est passé par là, et tous les révolutionnaires, enfin tous les militants anti-apartheid qui sont allés en prison sont tous passés par Fort Hare, parce que c'est là où il y avait, tous les jours, il y avait des manifestations dans les rues d'Alice. Donc, il serait allé en prison comme eux. Donc, il n'y va pas, mais il va faire de la théologie après, et puis il devient prêtre, et il revient, il devient aumônier à l'université de Fort Hare. Donc là, c'est lui qui canalise, c'est lui qui va temporiser. Donc il apporte une autre dimension à la lutte. Donc lui qui est l'homme de Dieu, qui voit les choses un peu dans une autre dimension, il est là pour un peu canaliser l'affaire. Donc de sorte que finalement son passage n'était pas un hasard. Voilà. Et puis, bon, la personnalité, je pense qu'on pourra revenir là-dessus parce que... Voilà. Oui, effectivement, ce rire caractéristique de Desmond est à la fois contagieux, miraculeux, intense, et c'est une invitation de tout le monde à ce que même les choses les plus sérieuses, même les choses les plus incroyables, on reste toujours humain. Pour moi, ça traduit beaucoup d'humanisme. C'est vrai que, comme il a dit, les autres étaient beaucoup plus dans la rage, beaucoup plus dans la haine, plus dans découdre. Mais lui faisait une pression douce, intense, interpellait les consciences de tout le monde, mais toujours en riant avec eux. Tout se passait comme s'il était inoffensif. Et pourtant, c'est très psychologique parce que quand on rit, on dédramatise. Mais quand on dédramatise, tout le monde souffre. Quand on souffre aussi, on prend conscience. Donc, en tout cas, s'il en jouait, s'il faisait du théâtre, en tout cas, ça a été très, très, très fort. Salutaire. Salutaire. Alors, et efficace, c'est le mot que je cherchais. Parce que tout le monde l'a retenu, la reine d'Angleterre l'a retenu, le Dalai Lama, presque tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui ont écouté son plaidoyer, en tout cas retiennent aussi néanmoins ce côté jovial et humain de Desmond Tutu. Alors après que la révolte des étudiants de Soweto a eu dégénéré en émeute, Tutu a soutenu le boycott économique de son pays tout en encourageant constamment la réconciliation entre les différentes factions finalement liées à l'apartheid. C'était sa particularité, cette ouverture d'esprit, vous venez de le dire, cette compassion même envers les bourreaux. Oui, et je pense que c'est ce qu'il a en commun avec Nelson Mandela. Parce que, souvenons-nous, dès 1950, Nelson Mandela dit la lutte n'est pas une lutte raciale. Et à partir de cet instant, il appelle tous ceux qui vivent en Afrique du Sud à combattre l'apartheid. Donc, il ouvre le combat. Et c'est d'ailleurs la première fois où on voit des métis, des Indiens se mettre dans les rues pour manifester contre ce mouvement. Et Desmond Tutu s'allie absolument là-dessus, parce qu'au fond, les deux viennent d'horizons très divers et puis ils n'ont pas les mêmes approches. Nelson Mandela n'est pas du tout religieux, il est tout un peu spirituel, bon. Mais celui-ci, il est très, très religieux, très spirituel, il voit les choses de cette langue. Mais finalement, les deux s'entendent sur le fait que il faut accepter l'autre, il faut accepter la diversité et c'est surtout... Malgré ce qu'on a subi de la part de l'autre. Il dit qu'il n'y a pas d'avenir sans pardon. Donc le pardon était ancré dans leur vision. Ils n'avaient jamais une vision de revanche. Il n'y a jamais eu la moindre volonté de vengeance chez l'un et l'autre. Et je crois que c'est ça qui a uni
et renforcer le combat. Parce qu'à partir de cet instant, ils étaient devenus audibles sur la scène internationale. Mais c'est même de lui que vient cette fameuse expression d'arc-en-ciel, en parlant de l'Afrique du Sud. En 1996, justement, 2 ans après la fin de l'apartheid, il préside la fameuse commission Vérité et Réconciliation, TRC, pour faire la lumière sur les crimes commis sous ce régime. Quel a été son apport dans cette commission qui semble être peut-être la plus aboutie du genre? Effectivement, on n'a pas eu véritablement l'équivalent, mais comme il a dit, puisque déjà, on ne peut pas aller au pardon sans vérité. Et ça a été ça la force de Desmond Tutu, c'est qu'il est resté assez ferme sur les valeurs, sur les préalables, sur les minima, tout en menant les combats et d'amour et d'égalité, etc. De telle sorte que blanc comme noir, avec quelque chose à faire, à se faire pardonner, à se reprocher, etc., etc. Il n'a pas vu les choses toutes roses d'un côté et toutes noires de l'autre côté. Il a essayé véritablement, et puis il a utilisé quelque chose qu'on appelle la catharsis, peut-être qui est lié aussi à son côté religieux, puisque déjà par la confession on dit beaucoup de choses, mais derrière on dit commission vérité et réconciliation. Donc on a permis aux gens de parler, à chacun de parler, à tout le monde de parler, à chacun de dire sa part de vérité. Et il était comme une caution à la fois humaine, religieuse et morale. Et comme il a dit avec Mandela, de ce qu'eux ils ont subi, de ce qu'ils ont vécu, de tout ça, si ils se mettent au-dessus de la mêlée, ils ont aidé beaucoup à se mettre au-dessus de la mêlée. Et à essayer de voir que ce qui les divise, ce n'est pas tant la couleur de peau, mais c'est une approche et une conception du monde. Tant que cette conception du monde, d'harmonie sociale, de considération des uns et des autres, de paix, d'amour, etc., est mise en avant, la question de la couleur de la peau devient dérisoire, ça ne devient plus quelque chose de fondamental. Comme le disaient certains, c'est le même sang qui coule dans les veines de tout le monde. Et donc, si on accepte cela et qu'on se rapproche et qu'on sait que quand on fait mal à l'autre, on aurait mal s'il nous faisait mal, vous voyez, on est dans une autre dimension. Mais là aussi, quand même, rappelons quand même, la situation d'Afrique du Sud est particulière. On parle souvent des problèmes dits raciaux, mais là, ce sont quand même des gens qui ont été mis à l'écart dans leur propre pays. Donc, il faut avoir doublement un raisonnement, je ne sais pas, d'une grande qualité, de faire vraiment preuve d'auteur d'esprit pour pardonner. C'est ce qui est impardonnable. Oui, en fait, je pense que c'est des gens qui ont compris très tôt que les Africains étaient là depuis 3 siècles au moins et qu'il n'était pas question de leur dire qu'ils ne sont pas sud-africains. Et à partir de cet instant, dans leur perception, ce n'est pas de chasser les autres, mais c'est d'être acceptés. C'est juste leur propre dignité. Ils se sont battus juste pour avoir aussi part à cette nationalité, c'est-à-dire à être reconnus comme des Africains, comme les autres. Donc, ils n'étaient pas dans une logique de « nous allons les chasser », puisqu'ils reconnaissent que les autres aussi avaient le droit d'être dessus. Contrairement au Zimbabwe. Oui, d'autres pays limitrophes ont fait le choix de vouloir chasser les Blancs. Oui, parce que ce n'était pas les mêmes logiques, parce que quand c'est une colonie d'exploitation au Zimbabwe, mais en Afrique du Sud, c'était une colonie de peuplement. Donc, la philosophie n'était pas du tout la même. Donc, mais aussi, la personnalité. Vous savez, les Blancs sud-africains avaient mis en place une société très traditionnaliste, c'est-à-dire essentiellement ancrée sur la religion. C'est des gens qui sont très sensibles à tout discours religieux et aux hommes de Dieu. Donc la personnalité de Desmond Tutu les rassurait. Quand il prend la tête de la commission Vérité et Réconciliation, à un moment donné, chacun s'identifie un peu en lui parce que les autres, c'est des hommes, c'est des croyants, donc ils se sont dit, bon, il ne nous ferait pas du mal. Mais en même temps, lui-même, il gère la commission un peu comme un patriarche. Et on l'a vu pleurer, on a vu les images où il pleurait en entendant les victimes. Ça veut dire qu'il compatit. Mais en même temps, quelqu'un qui compatit, qui pleure, vous demande de pardonner. Donc ce n'est pas de l'insensibilité. Au fond, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pris la mesure de votre douleur. Mais en même temps, lui-même fait partie des victimes. Donc quand une victime demande aux autres victimes de pardonner, je crois que le message a été, et ça a été une extraordinaire trouvaille pour l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs pourquoi les autres n'ont jamais pu prospérer comme en Afrique du Sud. Voilà. Et puis il y a un autre aspect tout à fait important qui va dans le même sens. C'est de toujours reconnaître qu'en Afrique, on n'a jamais connu des mécanismes de vengeance en tant que tels, quels que soient les conflits. Surtout quand quelqu'un est étranger. Parce que l'Africain a toujours regardé l'étranger
comme un envoyé de Dieu. Il n'y a que les Blancs qui en ont abusé. Ils sont venus, on leur a ouvert le cœur, on les a reçus, on s'est dit que bon, le jour où on irait à l'étranger, on serait traité pareil. Et donc, ils ont compris cette dimension qu'en Afrique, tout commence par un pardon et tout finit par un pardon. Mais les vendettas, les vrais vendettas qui ne s'arrêtent jamais, c'est en Occident qu'on en a. Mais en Afrique, on fera tout, quelles que soient les blessures, quelles que soient les tournures des choses. La hauteur d'esprit, c'est que la vie est sacrée, on n'y touche pas. Et on ne peut pas reprocher quelque chose à quelqu'un et lui faire exactement la même chose. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on lui fait la leçon. Parce que si on revient à l'apartheid, c'est un système de croyance. Penser qu'on est plus développé parce qu'on a maîtrisé la technologie. Et c'est eux qui sont venus créer les frontières. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une logique. Pratiquement, moi je peux qualifier ça de logique ignorante. Logique ignorante au sens anthropologique du terme. Parce que si vous arrivez quelque part, dans la bonne logique anthropologique, c'est d'observer comment les autres peuples vivent et de profiter de ce qu'ils font en bien, ça s'appelle le divisionnisme, et de leur apporter. Mais venir s'installer, comme il a dit, faire comme si de rien n'était, faire table rase, ouais, c'est une grande ignorance. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Blancs continuent à penser malheureusement dans ce sens. Parce que quand vous dites que la colonisation a fait plus de bien à l'Afrique que de tort, vous voyez, ça quand on l'entend, franchement, moi je pense que ça ne pourrait pas venir d'un Africain, parce que nous on aurait du mal à aller chez les gens, leur causer du tort et un jour penser qu'on leur a fait du bien au point où ils ne nous remercient pas. Alors, en 2013, parce que après l'apartheid, heureusement, il y a eu la fin de l'apartheid, le retour de Nelson Mandela, qui a passé sa première nuit de liberté chez Desmond Tutu. Absolument. Donc il est sorti, il a dormi chez lui. Il avait déclaré après, parce qu'il a été déçu de l'ANC, qu'il ne voterait plus à partir de 2013 pour l'ANC, qui qualifiait de fossoyeur de l'apartheid, se disant déçu par la corruption, l'état des écoles publiques, la pauvreté persistante. Je vais le citer. Il a dit « Je n'ai pas combattu pour chasser des gens qui se prenaient pour des dieux de pacotille et les remplacer par d'autres. » Est-ce qu'il a dit finalement tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas? Je pense qu'on a souvent débattu de l'ANC. D'ailleurs, dans le monde, il y a très peu de gens qui ne sont pas déçus de l'ANC. Mais en même temps, c'est parce que l'ANC n'était pas un parti de gouvernement. C'est un parti de lutte. C'est un parti qui s'est battu pour l'égalité des droits, pour la fin de l'apartheid. On aurait dû s'en arrêter là. Ce parti n'avait plus de raison d'être. Il n'avait plus de raison d'être parce que ce n'est pas un parti qui est préparé pour gouverner. Et aujourd'hui, on voit la déchéance de l'ANC. Et bientôt, il y aura, je pense... Jacob Zuma en prison. D'autres partis prendront la relève. Parce que... Et vous voyez même les divisions successives dans le même camp, dans le même clan. Vous avez vraiment compris parce que ça devient une lutte de personnes. Au toi que je m'y mette et ça devient un schéma de récompense. Nous avons lutté, nous sommes là aujourd'hui, donc nous prenons notre part. Donc ils sont un peu plus dans des logiques de prédation que vraiment des logiques de faire mieux que ce qu'il reprochait aux autres. Mais il a quand même eu du courage de le dénoncer publiquement. Absolument, il le fallait parce qu'il a côtoyé un homme d'État. Il a côtoyé Nelson Mandela. Il a travaillé avec Nelson Mandela. Donc, quand vous avez côtoyé un homme d'État et que vous vous rendez compte que l'héritage est en train d'être gaspillé, je pense que c'est le minimum, c'est de le critiquer et de le dire tout haut. Et c'est l'avoir autorisé. Sans lui, personne d'autre n'aurait pu le dire. Aujourd'hui, c'est en cela qu'il va beaucoup manquer à l'Afrique du Sud. Ben justement, parler Nelson Mandela, qui est décédé. Il y a eu Winnie Mandela, il y a récemment l'ancien président de Klerk est là, Desmond Tutu. C'est la fin d'une époque, celle des protagonistes ou des témoins privilégiés de l'apartheid. C'est un chapitre qui se ferme là, avec leur disparition à tous. C'est peut-être la fin de l'apartheid. En fait, je pense que c'est des figures qui, dans une certaine mesure, nous rappellent quand même cette période sombre de l'histoire, l'apartheid. Donc, je pense que leur disparition consacre aussi la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud doit pouvoir tourner la page et faire face maintenant à des vrais problèmes d'un État, à des vrais enjeux de développement et sortir de la logique de nous sommes des Noirs, on nous a privés du pouvoir, on nous a privés de tout droit. Maintenant, ils ont le pouvoir. Ils en font, ils le gèrent mal, et ce ne serait pas du tout une dérive si demain un blanc arrivait au pouvoir, parce qu'il faut considérer que l'apartheid est terminée et que l'Afrique du Sud aujourd'hui est un pays multiracial. Alors très bonne intervention, parce que justement c'était une question que je voulais soulever. Est-ce que le véritable héritage de leur combat, ce serait qu'un blanc puisse revenir au pouvoir en Afrique du Sud pour
tourner la page définitivement? Ben, ou ça ne changerait pas grand-chose? Moi, je pense que la fin des témoins ne siffle pas forcément la fin des combats, mais plutôt on doit se servir de la fin des témoins, comme il a dit, pour que ça ne se reproduise plus. Mais tel que les choses se présentent, je pense que si on reprend le combat des inégalités, on reprend le combat que chacun trouve sa place et que vraiment on fasse en sorte que ce soit un pays, une nation qui bâtissent sur ses forces et ses qualités, je pense qu'on ira en droite ligne. Parce que quand on comparera les périodes où les Blancs, malgré l'apartheid, permettaient aux uns aux autres de vivre mieux, parce que c'est une question de bien-être, de vivre décemment, mais on ne verrait pas pourquoi un Blanc ne reviendrait pas prendre un flambeau beaucoup plus noble que celui-là. Parce que le tout n'est pas de dire c'est notre tour, mais est-ce que vous faites ce que vous devez faire? Voyez-vous, il y en a qui se sont sacrifiés, il y en a qui ont porté votre combat sur les fonds baptismaux, qui ont fait connaître ça sur la terre entière, tout le monde s'est impliqué pour vous. Mais si on dit tout ça pour ça, je pense qu'à la limite, si quelqu'un blanc peut venir sauver la situation, ce serait possible et pourquoi pas. Alors les obsèques de Desmond Tutu auront donc lieu samedi 1er janvier au Cap, dans la cathédrale Saint-Georges, son ancienne paroisse. Déjà, on imagine qu'il y aura tout le gratin du monde entier. J'entends par là les personnalités politiques du premier plan, religieuses aussi, les personnalités religieuses et le peuple qui l'a tant soutenu. Il faut s'attendre à voir le monde entier. Malheureusement, non, parce que je pense que Covid-19. La crise sanitaire est là, il y a les variantes africaines, donc je pense. En plus, qui vient au micro, vous me disiez avant l'émission. Moi, je pense qu'il y a eu des témoignages forts. Il n'y a pas besoin forcément de présence. Il y en a qui l'ont comparé à Mandela était à chose de Luther King. Oui. Et il y en a qui l'ont comparé à Jésus-Christ, etc., etc. Donc il y a tellement de témoignages forts que ce n'est pas la présence humaine devant d'autres humains qui feront de lui. Il y en a qui a dit qu'actuellement, il est en train de sourire à Jésus. Et vraiment, dans tout son parcours, sa manière de fonctionner, je pense qu'il a fait l'essentiel. C'est comment les gens vont se servir de cet essentiel-là pour avancer qui est important. Parce que vous savez, quand quelqu'un a vécu avec Dieu, il a vécu pour Dieu. Je ne pense pas que ce soit les gloires et les lauriers humains qui sont véritablement le problème. Mais justement, souvenez-vous des obsèques de Nelson Mandela où on avait vu le monde entier être présent, des pays et des personnalités qui avaient combattu Mandela. Monsieur, il n'y a pas une vaste hypocrisie sur cette question quand même, puisque certains premiers représentants des pays qui étaient favorables à l'apartheid seront peut-être là ou lui rendent hommage. On a vu au funérailles de Nelson Mandela, ça ne pose pas question. Ou la mort, on s'incline devant la mort et on oublie, moi je pourrais dire à ce niveau, c'est que le politique ou la politique nous est toujours dans ce schéma-là. On ne sait pas si c'est le matu vu qui est important ou s'il veut que le jour de sa mort, on le mette aussi au même niveau, ou bien si c'est un acquis de mauvaise conscience. C'est-à-dire, comme il n'avait rien dit à l'époque, aujourd'hui, il vient faire comme s'il avait dit quelque chose. Eux, c'est complètement différent. Ça va de l'hypocrisie au système de rattrapage. Effectivement, c'est hyper choquant. Voilà. Parce que les quelques rares qui se sont prononcés au moment où Mandela était en prison, qui ont lutté, qui ont osé affronter des sanctions comme l'Afrique du Sud, on les connaît. Effectivement, vous avez raison, c'est diamétralement opposé au parterre d'hypocrites et de larrons qui étaient à ces funérailles. Non, je pense quand même qu'il faut voir aussi les générations de leaders politiques qu'on a. Parce que la plupart de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas connu l'apartheid. Évidemment, c'est vrai que Joe Biden fait un peu vieux, mais lorsque Mandela décédait, c'était Barack Obama, c'est des générations qui n'ont pas réellement connu l'apartheid et qui n'ont pas pris de position. Et quelqu'un, pas très loin d'ici, disait qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je pense que des gens ont soutenu l'apartheid, ils ont eu le temps de se rendre compte que c'était quand même pas un régime aussi supportable. Donc je crois que il ne faut pas juger les gens là-dessus. Je pense que des gens vont venir parce qu'ils veulent rendre hommage à des personnalités comme il y en a très peu dans le monde. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de votre participation. On se quitte sur ces mots de Desmond Tutu. Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur, une manière de nous remémorer son courage et de nous rappeler peut-être un peu notre lâcheté au quotidien. Merci à tous. Bon après-midi à vous.